que ces temps-ci, il y a un problème que, depuis presque quelques temps, il y a un problème que nous vivons avec les banques. Donc je voudrais d'abord lire ce papier pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé entre nous et la SGBS. Donc, mesdames, messieurs les journalistes, je vous remercie d'avoir bien voulu effectuer le déplacement pour ce point de presse. Je tiens à vous informer que c'est suite à l'audience d'hier de la Cour suprême statuant sur le pourvoi en cassation sur un dossier judiciaire concernant la société Moustapha Tall SA et la SGBS. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale sur les teneurs de ce dossier qui marque des interrogations sur notre justice. Je vous retrace un peu l'historique de mes relations avec la SGBS qui a commencé depuis Kaolack, dans ma ville natale, en 1980 et s'est consolidé avec l'ouverture de mon premier magasin à la rue Florus à Dakar, un 15 janvier 1983, et l'ouverture de notre compte à la SGBS Room, jusqu'à ce que la banque m'accorde une ligne de 1 milliard, une ligne de crédit de 1,5 milliard, avec seulement un dépôt de 25%. Donc, un montant flat de 75% du montant de 1,5 milliard. Donc, sans garantie par le directeur général de l'époque, M. André Borg, pour les besoins de mes opérations d'importation de riz, pour remplacer la défunte caisse de péréquation dans cette activité de libéralisation de l'importation du riz au Sénégal. Et ceci jusqu'en 2004, le jour où on m'a collé un faux dossier contentieux sur l'importation du sucre qui m'a valu une détention préventive de 58 jours du 7 septembre au 4 novembre 2004. Le jour de mon élargissement, suite à une transaction avec la douane pour payer la rondelette somme de 1 milliard de francs CFA, réclamée par le ministre des Finances de l'époque, M. Abdoulaye Diop, sous la houlette du président de la République et de son ministre d'État, Cheikh Tidiane Sy. Et pourtant, il nous reprochait d'avoir, d'après la douane, un différentiel de péréquation de sucre importé pour un montant de 450 millions. D'après leur plainte adressée au procureur de la République, mais pas déposée dans son bureau, mais envoyée auprès du juge du 3e cabinet qui avait en charge de notre faux dossier intitulé « Faux bon à enlever », qui visait l'ancien directeur général de la douane de l'époque, M. Boubacar Camara. Le juge s'est permis d'envoyer 8 douaniers avec des transitaires en prison depuis 2003, sous le numéro du dossier numéro 6003, ce qui veut dire que c'est un dossier de 2003. Et pour le procès verbal de faux bon enlevé, ça veut dire enlèvement de marchandises sans déclaration. Par rapport au dossier qu'il parle de différentiel de péréquation, quel lien y a-t-il entre un différentiel de péréquation et un faux bon enlevé? Le lien qu'il y a sur un procès verbal aussi de 2003 et un autre de 2004. Donc, aucun lien entre ces deux dossiers. Mais le juge a voulu faire plaisir aux commanditaires qui ne sont que ceux que je viens de citer en haut et plus haut, et Jean-Claude Mimran qui était le président de la CSS et de la CBAO. Donc, c'est peut-être cela qui a motivé la banque dans sa logique de spolier le compte bancaire de la société Moustapha Tall SA et de me mettre en faillite artificielle en gardant le compte dans une situation très difficile de non-accompagnement notoire avec toutes les garanties immobilières requises que Moustapha Tall SA avait mis à la disposition de la banque en refusant en refusant de l'accompagner dans une opération d'achat d'un lot de riz acquis sous appel d'offres qui pouvait permettre à Moustapha Tall SA de gagner plus de 3 milliards et de payer toutes ses dettes en moins de 3 mois, sous tierce de tension, au lieu de 60 mois, comme indiqué dans le protocole de restructuration qu'on avait signé pour 2011-2016. Ce refus s'explique par le fait que la banque a profité de mon séjour carcéral pour ses assauts et malversations sur le compte qui a occasionné un manquant global de 5,8 milliards entre 2004 et 2005. Par ailleurs, la crise alimentaire de 2008 qui avait aussi occasionné une perte colossale sur les opérations de riz importées qui est venue s'ajouter sur ces malversations ci-dessus. Tous ces deux paramètres ont occasionné une tension de trésorerie pour la société Moustapha Tall SA
avec un solde débiteur de plus de 600 millions. Une telle situation nécessitait une restructuration du compte que la banque a tardé à accepter et se permettait de débiter des ajouts trimestriels colossaux pendant 2 ans, ce qui rendait le fossé encore plus profond et a poussé Moussa Wattal SA à demander une restructuration en 2009. Par la suite, la banque a accepté de faire cette restructuration tardivement en 2011, matérialisée par le protocole signé entre Moussa Wattal SA et la SGBS, qui devait être soldé pour un montant de 899 millions, inclus inclus payable jusqu'en 2015 par des mensualités. Après cet accord, Moussa Wattal SA a payé 12 mois conformément aux engagements en cherchant une opportunité qui pouvait lui permettre de gagner pour ramener ses activités à la normale. Mais comme si Dieu nous avait entendus en exaucant nos souhaits, en nous offrant une opportunité de gagner sous appel d'offres un lot de riz d'une valeur de 3 milliards qui était stocké à Dakar. Cette opération financière, en plus du nantissement de la marchandise, c'est-à-dire qu'on nantit la marchandise au profit de la banque, la garantie de l'immeuble où nous sommes aujourd'hui, cet immeuble-là, ça a été hypothéqué en premier rang pour la banque, pour une valeur d'1,5 milliard. Le montant financé par l'achat du riz de ce lot, on y ajoute le montant restant de la restructuration, parce qu'il y a une restructuration en cours avec des mensualités, qui déterminera le prix de la tonne à payer avant enlèvement. C'est ce qu'on appelle tiers de tension. On paye avant enlèvement. La SGBS a refusé encore cette proposition de Moussa Wattal, a jugé nécessaire d'aller en France. Le directeur Moussa Wattal, c'est moi, et d'aller en France pour rencontrer les responsables. Monsieur Alexandre Meymat, qui était le directeur de la département Afrique de la Société Générale, DTAI, étant absent après 4 jours de séjour à Paris, j'ai remis le pli à la secrétaire qui me l'a suggéré et j'ai reçu l'appel d'Alexandre qui m'a écouté et m'a proposé de patienter après le départ à la retraite du directeur en poste et l'arrivée d'un nouveau pour trouver des solutions. Pour me conformer, je n'avais pas le choix, j'ai continué à payer mes échéances jusqu'en 2013 parce que je ne veux pas avoir de contentieux avec la banque. Et attendre l'installation du nouveau directeur, M. Yann de Nantey, qui est après plusieurs demandes d'audience, resté sans réponse. Face à une telle situation, j'ai décidé de ne plus payer les échéances. Le premier impayé de la traite lui a fait agir pour me recevoir. Il m'a menacé de m'amener en contentieux si je ne payais pas l'impayé. Je lui dis d'agir tout de suite comme il l'envisage. Et la SGBS a établi un montant de 978 millions injustifié. On ne peut pas comprendre, après avoir payé 3 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2013, on a payé des échéances. Et ces échéances-là devaient être déduites sur le montant principal de 899 millions. Parce que c'est 899 millions jusqu'à 2016. Mais bizarrement, quand on nous a menés en contentieux, ils ont sorti un montant, je ne sais pas d'où, de 978 millions. Comme quoi, Moussa Wattal SA leur doit 978 millions. Et donc, on avait dit à notre avocat de contester le montant. Mais vous savez, des fois, les avocats, ils trouvent des arrangements. Au lieu de nous défendre, de contester le montant, il a dit autre chose. Et ça a permis à la banque d'aller directement au crier et de vendre la maison, cet immeuble, de se faire adjuger de cet immeuble au premier jour de vente pour un montant de 400 millions. Vous imaginez un immeuble de cette envergure, construit de cette manière, en plein cœur de Dakar, à 400 millions. Ça, c'est un immeuble qui coûte 1 milliard et quelques. Vous vous adjugez de ce immeuble de 400 millions. Mais Dieu n'aime pas l'injustice. Quand ils ont fait ça, ils ont oublié que ils ont fait l'OIP, là, l'ordonnance d'injonction de payer, que leur juge leur a signé pour ce montant-là, ils ont oublié de mettre une formule exécutoire. Et sans formule exécutoire, le papier est nul et non avenu. Donc si le papier est nul, la créance est nulle. Pour vous voyez comme la main de Dieu. Dieu est là. Hein? Alors, ils ont perdu toute la créance. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller vendre. Le jour où ils vendaient la maison, ils n'avaient pas de créance. Mais comme mon avocat n'était pas là, ils ont vendu avec les juges
crier, vente aux enchères, sont adjugés l'immeuble à 400 millions. Et dire, voilà, comme on le doit à 978 millions, si on défalque 400 millions, il restera 578 millions. Mais la vente n'est pas bonne, parce que le crédit n'existe pas. Donc, ils ont vendu illégalement l'immeuble. Donc, c'est un autre problème pour eux. Donc, cette vente de l'immeuble est illégale. Attaquée au correctionnel de Dakar, au tribunal correctionnel de Dakar, pour faux usage de faux. Car l'ordonnance étant irrégulière, jugée par le tribunal de Dakar et confirmée par la Cour d'appel. Donc, c'est fini. Bon, dans cette procédure longue et difficile, nous avons introduit un pourvoi en cassation pour demander de casser le jugement du dossier, du gros dossier que vous entendez là. Parce qu'on a constaté effectivement que pendant tout ce temps-là, ils ont profité du compte en faisant des malversations et des chèques de banque non justifiés. Tout cela regroupé fait 5 milliards 8. Et on a fait une procédure contre la banque pour réclamer ce montant-là. Et on est allé devant le juge en première instance. Le juge a estimé nécessaire de prendre un expert. L'expert, c'est pour vérifier la période parce que le vol est fait entre 2004 et 2005. Donc c'est très facile. Et le juge, l'expert, n'a pas fait le travail qu'il devait pour clarifier, mais ils ont suivi un peu les intérêts de la banque en faisant fi de tout ce que nous avons demandé. Mais au moins, ils ont retenu quelques montants pour dire qu'effectivement, ces montants-là ne sont pas justifiés. Parce qu'il y a des chèques de banque non justifiés. Il y a un montant de 175 millions de chèques qui disent impayés. On n'a jamais crédité ce montant-là. Et des deux montants de 29 millions 2925, ça veut dire que 29 millions plus les frais pour un, comment on l'appelle, pour un retrait par chèque de guichet, d'une société de cette envergure, vous allez dans une agence retirer par chèque de guichet 29 millions, 2 fois. Au lieu de faire un chèque seulement de 58 millions, vous l'avez éclaté. Tout ça semble ce que ça semble, ça ressemble. Donc c'est dur. Quand on a regardé l'opération, on s'est dit que c'est pas possible. Nous, on ne fait pas de chèque de guichet parce que c'est une société quand même qui a une comptabilité, qui a tout pour fonctionner. Les chéquiers, on en a à l'appel. Comment on peut aller maintenant se déplacer, faire un chèque de guichet? Quand vous voyez l'opération, on a dit que c'est du vol. On a interpellé la banque ne nous a jamais donné de justificatif. Plus le chèque de 175 millions. Et en plus, il y a aussi, sur les relevés de compte, il y a des soldes de fin du mois, de 2 milliards 660 millions qu'on devait reporter au premier du mois prochain, du mois suivant, mais ils ont reporté que 2 milliards 60 millions. Donc 600 millions en l'air. Et notre solde de 228 millions, ils ont reporté 6 millions. 200 et quelques millions là-bas encore. Si vous prenez 200 et quelques millions, plus 600 millions, ça fait 800 millions, plus les chèques, plus les 115 millions, plus les 29 millions, plus, il y en a tellement. De telle sorte que tout ça regroupé fait 5 milliards 8. Donc, l'expert les a épinglés pour quelques opérations, parce que la banque n'a pas voulu donner des relevés. Ils ont donné des extraits cette fois, des relevés, extraits. Relevé, ça doit démarrer du 1er au 31. Montant de départ, 31, premier, solde, fin du mois, temps. Et le mois suivant, on reporte ce montant-là. C'est comme ça qu'on vérifie. Mais vous ne pouvez pas vérifier avec des extraits. Pour vous dire que ce pays, il y a trop de corruption. Les gens ne font que faire ce genre de choses pour s'enrichir. Et je parle en toute connaissance de cause. À tous les niveaux. Les experts, n'en parlons pas. Les avocats, pareil. Les juges, certains. Mais où est-ce qu'on va? Donc, comment on va continuer? Comment on va fonctionner dans ce pays-là? Et nous sommes des entreprises. Nous brassons des milliards. Si, par exemple, on nous traite de cette manière, mais comment on peut tenir? Comment on pourra tenir pour créer des emplois? Non. On nous met en faillite. Très facilement. Donc, quand on a maintenant, après tout ça, on a fait une cassation, un pouvoir en cassation au niveau de la Cour suprême, pour dire que, donc, au départ, ils ont géré ce dossier comme ça. Le juge, en première instance, a fait n'importe quoi. Je ne veux pas citer son nom, mais parce que moi, je voudrais domicilier toutes mes opérations pour un jour au tribunal. Et ça a coïncidé avec cette chambre-là. Je ne connais même pas ce gars-là, mais j'ai préféré mettre tous mes dossiers
dans cette chambre-là. Et le monsieur pense qu'il peut faire ce qu'il veut dans nos comptes. Et le premier dossier, c'était dénonciation calomnieuse. Si vous vous souvenez bien, un jour, un fournisseur, j'avais un problème avec un fournisseur qui a retenu. Parce que quand on m'a mis dans ces difficultés-là, j'ai perdu ma ligne de crédit. La banque a retiré la ligne. J'ai plus de ligne et j'avais une ligne de 4 milliards. Mais ils l'ont retirée. Donc pour travailler, il faut trouver une solution avec les fournisseurs. Vous envoyez les déposits, ils envoient la machine en télétransaction, mais les déposits là, vous ne les retrouverez jamais. Et ils ont bloqué mes déposits. Donc moi aussi, j'ai bloqué le peu de riz qui était là, dans mon magasin, qui est à mon nom. Et ce monsieur s'est permis de porter une plainte pour dire, oui, j'ai détourné le riz. Et Karim Wade était là. Comme j'ai bien attaqué son régime, le régime de son père en 2011, et à la presse, si vous vous souvenez, avec Douboups, l'émission Royukai, et Yerim Sek, l'émission Réussir dans Africa, l'émission Royukai, c'était en Wolof, avec Boups, et j'ai tout dit. Et ce que j'ai dit sur l'émission Royukai, c'est exactement ce que j'ai dit sur l'émission de Réussir en français. Donc, ça leur a fait mal. Ils sont partis voir la partie adverse à qui j'ai un conflit. Et il a pris le dossier pour le gérer à sa manière, pour vouloir me mettre en prison. Hein? Et il n'a rien à voir dedans. Mais comme il a un problème et il ne peut pas m'atteindre, il a utilisé ce dossier-là pour me mettre en prison. Donc, on m'a remis encore en prison pour 15 jours. Et je recouvre ma liberté parce que le dossier est vide. Alors, c'est ce dossier-là qui a fait que j'ai une dénonciation calomnieuse contre ces messieurs-là. Parce qu'ils m'ont fait perdre quand même ma confiance. Parce que si vous mettez un entrepreneur en prison et le salir dans la presse, vous voyez ce que ça fait comme conséquence. Ce qui d'ailleurs a augmenté mes problèmes avec de confiance avec les banques. Et ça, c'est Karim Wade. Et quand, par exemple, j'ai attaqué ces gens-là en dénonciation calomnieuse devant le juge a royalement laissé les gens, il les a exclus, il ne les a pas condamnés. Au lieu de les condamner, c'est moi-même qui l'a condamné. Moi qui poursuis cette dame-là, qui est la représentante de la société en question, et elle est la représentante. Moi, je ne connais pas quand est-ce qu'elle a été embauchée, mais on me dit que c'est Mme Dramé, et j'ai mis son nom pour lui donner la notification, la citation. Elle vient, oui, moi, je n'étais pas là au mois des faits. Et ce même juge a dit, oui, comme elle n'était pas là au mois des faits, moi, je ne dois pas l'amener au tribunal. Je ne dois pas le citer. Il me condamne pour que je dédommage à la dame 2 millions de francs. Je fais appel. 2 millions de francs, et moi, je n'ai rien. Sur tout ce qu'ils m'ont fait, ils ne m'ont rien donné. Donc, j'ai porté plainte, mais en fin de compte, c'est moi qui est condamné. Je fais appel. Je viens au tribunal pour demander un appel, pour dire vraiment qu'il corrige au moins cette là. Mais, confirmation. Confirmation. Et on a fait pourvoi, et on nous dit au pourvoi qu'on n'a pas respecté les délais, on a fait le truc un peu tardivement, donc on a exclu ce dossier-là dans le circuit. Parce qu'une fois que la Cour suprême rejette ton dossier, c'est fini, c'est la dernière instance. Et ça, c'est le même juge qui a rendu cette décision-là. Et après cette décision-là, il y a un autre dossier où on parle de marque. Parce que c'est ma marque que j'ai déposée. Et les gens ont importé cette marchandise-là. Je les ai poursuivis devant le tribunal correctionnel. Il les a exemptés, le même juge. Et troisièmement, il y a un autre dossier qu'il reçoit de la banque. C'est ce dossier-là, c'est lui qui le gérait. Et d'autres dossiers. Parce que moi, j'ai domicilié tous les dossiers dans ce cabinet, dans cette chambre. Et il dit, un jour, le dossier de la générale arrive, il nomme un expert pour ça. Et l'expert a épinglé la banque. Il a fermé les yeux. Il n'a pas condamné la banque. On fait appel, on va à la cour d'appel confirmer. La cour d'appel confirme. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ne sont pas de mèche. Parce que si la première instance condamne, la cour d'appel, au lieu de casser le jugement, il confirme. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste? C'est la Cour suprême. Et on est parti à la Cour suprême. C'est ce dossier-là qu'on a encore rejeté le pourvoi au niveau de la Cour suprême. Et c'est un dossier de 5,8 milliards. L'autre dossier, c'est un dossier de dénonciation calomnieuse. On demandait une réparation. L'autre, c'est un dossier de marque
Mais ça, c'est un dossier à coût de 5,8 milliards. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire d'organiser ce point de presse pour expliquer ce qui s'est passé entre nous et la SGBS. C'est depuis les années 80. Et tout ce qu'on a expliqué montre que nous sommes quand même une société sérieuse. Quelqu'un que vous donnez ces lignes de 1,5 milliard en 1995 jusqu'à ce que ça se retrouve à 4 milliards, c'est parce que vous êtes honnête et sérieux. Un entrepreneur honnête et sérieux. Et cet entrepreneur comme ça, on doit le protéger et l'encourager. Mais au lieu de le combattre ou de laisser les banques le combattre. Et c'est ce que la banque a fait et l'État aussi a laissé faire. L'État a laissé faire. Ça fait longtemps qu'on se bat. C'était depuis 2020 qu'on se bat avec cette banque-là. Mais on n'arrive pas à avoir un bon jugement. Maintenant, comme ce dossier est important et on veut l'éteindre au niveau de la machine en refusant simplement une cassation. Une cassation, c'est quoi? Le jugement n'a pas été bien fait, comme je vous l'ai expliqué. Vous savez que tout ce que j'ai dit là, si un juge responsable le voit, il doit normalement casser le jugement et dire, nous renvoyer dans une autre juridiction. C'est le minimum. On ne leur demande pas de nous donner, de juger ou de rejuger et de nous donner une faveur. On leur dit simplement de nous donner notre droit. Parce qu'ici, on a vu qu'on n'a pas été bien jugé et on a le droit de demander à ce qu'on nous amène dans une autre juridiction. Surtout que tout ça vient de ce juge-là qui nous a déboutés jusqu'à 4 dossiers consécutifs. Et comme il était gêné, sur le 5e dossier, il dit « Ah non, moi, je ne suis pas à la seule chambre ici, il faut chercher une autre chambre parce que j'ai vu que je vous ai débouté 4 fois et je suis gêné de vous débouter. » Je dis « Monsieur, ce n'est pas vous qui nous déboutez, c'est le tribunal. Nous, on ne vous voit pas. Nous, on a déposé notre dossier au tribunal, vous représentez le tribunal, vous faites votre travail. Jugez ce que bon vous semble et ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. » Il dit « En tout cas, moi, je vais voir. Mais en tout cas, je pense que je vais me dessaisir de ce dossier. » Est-ce que vous avez entendu une fois un juge se dessaisir d'un dossier? C'est l'usager même, le plaignant qui dit « Ah, ce juge, je n'ai pas confiance à ce juge parce qu'il a des liens de parenté avec mon mise en cause. Donc je préfère qu'on me trouve une autre chambre. » C'est ce qui s'est arrivé en général. Mais si le juge se lève lui-même, dire que je me dessaisis, c'est grave. Et ce juge-là, je veux le nommer parce que franchement, il est un juge parmi les juges et il a fait des choses. Donc si vous dites que la justice est corrompue, vous faites tort aux autres. Et pourtant, il y a des juges qui sont très honnêtes, très compétents, qui travaillent bien. Mais certains ne le sont pas. Mais on ne peut pas dire que les juges, on ne doit pas les attaquer. Parce que le juge, il est comme moi et vous. Moi, si je fais quelque chose, on me poursuit. On m'envoie tout de suite une convocation. Si on doit m'arrêter, on m'arrête. Mais pourquoi le juge est indemne? On ne touche pas au juge. On est où là? Il peut condamner, il peut poursuivre, il peut faire tout ce qu'il veut sur ses citoyens. Et lui, il est indemne. Donc il faut que nous tous, nous allons faire la justice et être des juges. Comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, il faut qu'on réforme ce système-là. En Europe, en Amérique, s'il y a un juge qui fait quelque chose qui n'aime pas, on le poursuit. Mais au Sénégal, on ne poursuit pas les juges. On ne les dénonce même pas. Quand vous voulez citer un nom, si vous citez le nom, ah non, vous ne pouvez pas le faire parce que si vous le faites, vous allez avoir le vindicte de la justice. Tous les juges sont solidaires, ils vont vous condamner, ils vont vous combattre. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Pourquoi ce monsieur se permet de faire ça au vu et au su de tout le monde? Mais le comble, c'est quoi? Un jour, on lui donne le dernier dossier. Le dernier dossier qu'il a voulu, c'est sur ce dossier-là qu'il a pris la décision de se dessaisir. C'est quoi? C'est le dossier de la CBAO. Là où la CBAO a pris des chèques non justifiés pour un montant extrêmement important. Et au lieu de mettre les numéros de chèques, il met retrait de caisse. Un relevé, on ne peut pas retirer, ça ne veut rien dire. On les a interpellés, ils n'ont jamais voulu donner de justificatif. Et c'est ce dossier-là qu'il traitait. De la même manière, comme il a désigné un expert pour regarder le truc, les comptes au niveau de la SGBS, il a aussi désigné une dame pour un expert pour qu'elle regarde fait ce travail-là. Pour une année. Une année de 2004. Une seule année. On vient,
à son cabinet, elle nous réclame 30 millions. Et pour le premier expert, on avait payé 4,8 millions. Ce dernier expert, pour les mêmes opérations, même travail, il nous réclame 30 millions. Je dis, mais vous n'êtes pas trompé? Ah non, non, c'est 30 millions. On a dit, après finalement, on dit, bon, on va retourner voir le juge. On retourne chez le juge sur le prochain audience. On dit, monsieur le juge, l'expert nous demande 30 millions et nous, on ne peut pas payer 30 millions. Il faut nous trouver un autre expert. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a répondu? Je vais le voir. Je vais voir l'expert pour qu'il revoie ses... C'est OK. On attend. L'expert nous appelle. Quand on est venu, l'expert nous a fait le travail. Hein, il a fait le rapport. Et a déposé le rapport chez le juge sans nous demander un rond. Quelqu'un qui demandait 30 millions, subitement, elle fait le travail sans rien demander. Donc maintenant, on veut savoir qui a payé. Qui a payé, et c'est nous qui devrons payer. Mais on ne réclame rien du tout jusqu'à nos jours. Et le cabinet est là, et le juge est là. Je peux vous donner le nom du cabinet, je peux vous donner le nom du juge. Et ce juge-là, c'est permis. Après le dépôt du rapport de l'expert, il s'est permis de dire, moi, je vais me dessaisir. C'est en ce moment qu'il nous dit qu'il se dessaisit. Je dis, monsieur, vous pouvez le faire, mais le dossier entamé là, il faut le terminer. Comme on a reçu le rapport, il faut au moins juger. Rien ne vous empêche. C'est vous qui avez demandé une expertise. L'expertise est faite. Mais prenez votre responsabilité. Au moins jugez. C'est que bon vous semble. Mais je te jure, il s'est désisté sur tout, y compris ce dossier-là. Y compris ce dernier dossier qu'il devait juger. On est où? Et il s'est dessaisi. Ça nous a fait perdre énormément de temps. Revenir avec un juge qui n'avait pas le dossier, qui ne connaissait pas les tenants, les aboutissants. Recommencer à zéro. Jusqu'à présent, le dossier est en instance première, en première instance jusqu'à présent. Alors, et donc, nous, on veut un jugement, mais un jugement rapide et efficace. Mais jusqu'à présent, les dossiers sont toujours au niveau du tribunal. Les dossiers qu'il avait rejetés. À part ces dossiers-là, tous les autres dossiers ont été jugés en notre défaveur. Tous les autres dossiers. Tous les 4 autres dossiers. En notre défaveur, totalement. C'est notre visage qui ne le plaît pas. Ou il y a autre chose. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Autre chose parce qu'il y a quelqu'un qui est venu un jour me dire, ah, vous avez des dossiers là-bas au tribunal? Oui, bon. Quel juge? Je donne le nom du juge. Mais les gens, des fois, tu ne comprends pas. Il me dit, oui, je vais le voir, c'est mon ami. Que des mensonges. Que des mensonges. Il vient me dire, ah, j'ai vu le juge, il m'a dit ceci. Que des mensonges. Et un gros gaillard. Hein? Et au lieu de régler le problème, de me dire la vérité, il va aller voir un greffier qui appelle le juge. Il vient dire au monsieur que, oui, c'est mon mandataire. C'est moi qui l'ai mandaté pour qu'il suive mes dossiers. Le greffier lui dit, bon, ok,